encore, mais qui vous le serez très bientôt, adhérents à la Société des Amis des Archives. Nous sommes très contents, très heureux de vous accueillir ce soir, très nombreux, pour, je ne sais pas s'il faut dire un spectacle, parce qu'il y a un spectacle, disons une manifestation qui nous permettra de découvrir, de redécouvrir ou d'approfondir les événements qui ont secoué la Martinique en 1900. Cette manifestation peut voir le jour grâce aux archives territoriales de Martinique, dont Madame Fontaine-Carole, la directrice extrêmement dynamique, est à côté de nous, elle vous dira quelques mots tout à l'heure. Grâce aussi à Madame Françoise Réanic, la présidente de la Société des Amis des Archives. Quand nous avons voulu présenter cette manifestation, nous avons eu la chance de bénéficier des talents, des compétences de M. Éric Pénon et de sa troupe, qui avait déjà monté il y a quelque temps une pièce sur ce sujet en se fondant sur le texte de Madame Narès, qui est ici, autrice, faut-il dire autrice ou auteur, auteur, n'est-ce pas, d'un ouvrage qui s'intitule Pour 2 francs. Donc, ce soir, nous allons donc entendre d'abord Madame Carole Fontaine qui va nous dire quelques mots, puis Madame Anne-Françoise Augrin. Ensuite, pour nous plonger vraiment dans le contexte historique, il y a donc des historiennes de la Société des Amis des Archives. Je parle donc de Madame Françoise Augrin elle-même et de Madame et de Micheline Marlène Gauthier. Elles vont nous présenter vraiment le contexte historique. Nous verrons peut-être pas toute la pièce, puisque vous voyez bien que la configuration ne s'y prête pas, mais nous verrons l'essentiel, n'est-ce pas, de la pièce. Et puis ensuite, je pense que Mme Narès nous dira un peu comment elle en est venue à écrire cette pièce. Et qu'est-ce qu'elle a voulu, justement, nous apporter dans l'écriture de cette pièce. Et puis, vous aurez la parole, ce sera le débat. Vous interviendrez pour nous apporter, vous aussi, vos compétences, vos connaissances, vos ressentis. Et puis, les intervenants répondront à vos questions s'il y en a. Donc, je passe la parole à Madame Fontaine. Merci Daniel. Alors, moi, je serai brève également. Je vais faire un petit peu la partie protocolaire. Donc, pour vous dire que voilà, c'est au nom de Serge Letchimy et de Marie-Hélène Casimirius que voilà, je suis ravie de vous accueillir donc, en salle Émile Maurice, que nous avons sélectionné pour sa capacité à accueillir plus de personnes. Et effectivement, nous faisons quasiment salle comble ce soir. L'auditorium des archives étant plus petit, c'est vrai que voilà, nous avons décidé de délocaliser cet événement que nous aurions déjà aimé programmer l'année dernière, mais voilà, nous nous y étions pris un peu trop tard. Et c'est un petit peu par hasard que j'ai découvert en fait que, effectivement, par le biais de Annick François Augrin, que voilà, sur cet événement de la grève de 1900, eh bien, il y avait quelqu'un de très proche d'elle qui avait écrit voilà, cette pièce et je m'étais dit, ben voilà, en 2023, on va essayer de former, de faire un événement autour de cette date. Et normalement, effectivement, la représentation et la conférence
aurait dû avoir lieu au plus près de l'événement, donc le 7 février dernier. Et puis les grèves, puis le carnaval nous ont un petit peu décalé. Mais bon voilà, donc on est ce soir le 2 mars. On prolonge cet hommage aux ouvriers qui sont tombés en février 1900. Et donc je vous souhaite à toutes et tous une soirée passionnante. Après la pièce, les interventions des historiennes et vos échanges que j'espère le plus fructueux possible. Donc encore une très bonne soirée et nous laissons la parole à Annick et Micheline pour le rappel du contexte historique. Merci à toutes et tous. Bonsoir. Alors, nous sommes là simplement parce que les comédiens vont se laisser pas après, donc on a laissé que 2 sièges pour pouvoir après les passer. Donc, bonsoir, messieurs, les amis des archives, et puis comme disait notre vice-président, j'espère que parmi il y a de futurs amis. Notre cotisation, elle est de 16 €, la cotisation humaine. Il suffit de nous laisser votre numéro de téléphone, on vous contactera, vous envoyez, vous prenez la question après. Voilà. Donc moi je suis originaire du François et j'ai entendu parler de la fusillade du François pour la première fois pendant mes études en Guadeloupe. Et c'est le professeur Jacques-Adélaïde Perron qui nous avait indiqué qu'il y avait un crime qui avait été commis à l'entrée du bourg. Sauf que tout culture avec le livre de référence. Et je dois dire que je ne me suis pas spécialement intéressée aux littérateurs Robertin qui sont tombés ce jeudi 8 février, parce que c'était un jeudi aussi, en même temps que le cocher lunaire du François. Et paradoxalement, c'est en me pliant au difficile exercice de rédaction d'une préface que je me suis décidée à regarder de plus près cette question. Lorsqu'en 2018, j'ai vu la pièce de théâtre rédigée par une enseignante dans le but d'inciter les jeunes à effectuer des recherches, j'ai été intriguée. Il s'agissait de personnalités martiniquaises dont les noms s'étaient inscrits au fronton d'édifices scolaires, un seul. Et ces personnes avaient marqué donc, la politique, l'art, la littérature, et donc il y avait matière à réfléchir. Donc on pourrait penser que cette enseignante, il s'agit de Francine Darès, ma sœur, on pouvait penser que c'était juste une accroche, un simple artifice pour capter l'attention du lecteur ou du spectateur. En réalité, l'intention est bien plus profonde pour prendre les personnages qui sont nommés au début, donc Marius Gutier, c'est pas peine de vous dire, pianiste, compositeur de renommée internationale. Le lycée professionnel de Dinan porte son nom. Victor Anissé, qui est plasticien céramiste mondialement connu aussi. Il est né au Marigot et il a donné son nom au lycée de Saint-Pierre. Eusanne Palsy, cinéaste international, martiniquaise. Le collège du Gros-Monde porte son nom. France Fanon, là aussi mondialement connu. Donc martiniquais, donc, qui a laissé son nom à la cité scolaire de Trinité. Joseph Saubel, né à Rivière-Salée, donc poète, écrivain martiniquais. Le lycée polyvalent de Rivière-Salée porte son nom. Édouard Glissant, là aussi qui est mondialement connu, puisque le concept de tout le monde adopté par l'UNESCO vient de lui. Léopold Bissol, peut-être moins connu, mais qui a débuté martiniquais, qui a été rapporteur de la loi de 1946 en même temps que Césaire, Monnerville et Vergès. Et il a donné son nom au lycée Petit-Manoir. François Duval, notaire, homme politique influent à son époque, maire du François, président du Conseil général de 1942 jusqu'en 1953, il y a de 64 à 70, sénateur, mais c'est surtout le premier Martiniquais qui a siégé à l'Assemblée unique des communautés européennes, l'ancêtre du Parlement européen. Donc l'école maternelle du bourg du François porte son nom. Et puis Omer Clément, autre personnage, qui est né à Trinité, qui s'installe comme médecin en François. Il a vécu de 1852 à 1923.
Il sera maire de François de 1885 à 1923 et il va occuper le siège de président du Conseil général de Martinique, de mandat 1900 puis de 1906 à 1907. Tout le monde connaît la distillerie qui porte son nom, qui est mondialement connue. Et si la grande rue du bourg porte le nom du docteur Clément, c'était surtout par son acte de bravoure lors de la grève de février 1900 François. Et c'est ainsi que nous entrons dans le vif du sujet. Alors, en faisant un tel choix de personnage, puisque l'auteur a imaginé un scénario, des élèves devaient faire des recherches sur les personnages, donc Francine Nares pousse son lecteur dans les pas de l'historien. Ce faisant, elle ose un pari, et le pari c'est de se moquer de ces illustres personnalités. Il fallait oser, et elle le fait. Évoquer et mettre en lumière de manière humoristique les carences de jeunes qui parlent de ces personnages connus et qui se moquent un petit peu. Donc c'est dans la pièce l'acte 1, la première marge. Et pourtant, il n'y a aucun jugement ni sur l'ignorance des élèves, ni sur ce qui est dit du tout. Donc c'est très amusant, très léger, on va dire. Alors, deux défis sont relevés de manière magistrale par notre auteur. Alors, la pièce pour 2 francs, et je dis que pour 2 francs, on peut oser le jeu de mots, on a droit à une véritable leçon d'histoire. Il importait pour elle de faire en sorte que nos jeunes s'approprient notre histoire récente. Parce que c'est vrai que même les historiens ont tendance à travailler sur le XVIIe siècle, sur le XVIIIe siècle, le XIXe aussi. Et notre 20e est encore méconnu. C'est ainsi que la récitante de la deuxième marche de la pièce réclamera une date, un repère. En réalité, elle s'adresse à nous tous, car à l'heure où les paysages de canne à sucre ont laissé la place aux champs de bananes, voire même aux immeubles, combien parmi nous ont entendu parler de cette grève de 1900? Combien savent que contre des hommes se battant pour donner de quoi manger à leurs enfants, 2 francs, des soldats ont un peu portant. Cela s'est passé chez nous en février 1900 et en février 1974, à nouveau, des hommes sont tombés. Le mérite de cette pièce, en 2 parties, dont nous verrons quelques extraits, est de se souvenir de ces luttes qui ont jalonné le XXe siècle. On passera donc du ton léger de la première partie, je ne sais pas si on aura ces extraits-là, je crois que les jeunes lycéens ne sont pas présents, au drame qui va se jouer dans la seconde partie. Dans son histoire de la Martinique, publiée en 1930, Jules Lucrèce, qui s'adresse aux élèves des cours supérieurs et complémentaires, ne fait pas état de la grève de 1900. Mais si on se reporte à sa table chronologique à la fin du petit manuel, peut-être que vous le connaissez, c'est un petit livre vert. Donc à la fin du livre, il y a une table chronologique des principaux événements qui intéressent l'histoire de la Martinique. Alors on trouve une série de catastrophes naturelles et la grève est juste signalée. Ainsi, il dit qu'en 1887, il y a une épidémie de variole. En juin 1890, il y a l'incendie de Fort-de-France. En 1891, un violent cyclone. Et puis en 1900, les grèves. À cette Martinique, Signac-François. Et il signale que dans cette dernière commune, le pauvre lieutenant Cannes, c'est moi qui ai ajouté le progrès, il dit le lieutenant Cannes, se voyant menacé, fatigué sur les grévistes, et entre parenthèses, il ajoute qu'il y a 16 victimes. Voilà. Et puis après, il y a 1902, la destruction de Saint-Pierre par l'évolution de la montagne Pelée. Vous voyez que dans cet ouvrage-là, 1900, ça passe, on ne s'en rend même pas compte. Donc on remarque qu'effectivement, il note entre parenthèses le nombre de victimes. Il dit droit dans quelque sorte le lieutenant Cannes, dans une phrase. En revanche, Jacques Adélaïde Merland souligne que la fusillade du François, je le cite, ajoute à la grève de 1900 un élément sanglant qui doit permettre de la comparer au drame de Fourmi. Peut-être que je vais vous parler de Fourmi, je ne sais pas, vous connaissez. C'est une ville, hein, ce sera les Fourmis. Je dis ça pour les enfants. La salle, c'est une ville. Donc là aussi, un constat très malheureux, puisqu'il y a eu des morts, des jeunes, des enfants. Donc, Jacques Adélaïde
souligne que cette grève attire l'attention des milieux socialistes français sur le problème social à la Martinique. Il y a des débats, je sais qu'entre autres, on en parle dans les journaux, même si on se trompe, on dit Guadeloupe au lieu de Martinique. Alors, faut-il considérer cette grève de février 1900 comme l'expression d'une colère accumulée 52 ans après l'abolition de l'esclavage, 30 ans après l'extraction du Sud de 1870? En réalité, et cela Francine Narès l'a bien compris, la misère et la détresse des ouvriers de la Martinique s'apparentent à celle des ouvriers du monde entier. La grève marchande de février 1900 s'inscrit dans un contexte économique dur, marqué par la baisse des cours du sucre et du rhum. Ainsi, entre 1881 et 1900, la production mondiale de sucre a été multipliée par 3, passant de 3 855 000 tonnes à 9 489 000 tonnes. En revanche, la production de Martinique, au contraire, chute. Elle passe de 42 000 à 33 689 000 tonnes. La prospérité de la Martinique n'était pas factice, mais elle était fragile. Non seulement parce qu'elle n'était fondée que sur la culture de la canne à sucre, mais surtout parce que les façons culturelles, un demi-siècle après l'abolition de l'esclavage, étaient restées rudimentaires. Une main-d'œuvre nombreuse et mal payée, des habitations sucreries dépendant donc étroitement des usines centrales. Dans ce contexte, les mots d'ordre des organisations ouvrières trouvèrent un écho favorable chez les travailleurs de la canne. Pour nous faire comprendre tout cela, le théâtre devient alors pour l'auteur, Francine Narès, un outil précieux. Dans une pièce en 6 marches et 4 stations, elle parvient à établir un échange émotionnel si puissant que l'on se surprend à entonner le refrain en même temps que les comédiens. Sans pour autant reprendre les techniques du théâtre de l'opprimé, Francine Narès nous entraîne dans les pas de ceux qui donnaient leur vie pour lutter contre l'injustice. Au nom de la SA, je remercie donc Élie Pénon et sa troupe pour la mise en scène qu'il nous propose. Mais avant de vous souhaiter une bonne soirée, je voudrais passer la parole à Micheline Marie-Gauthier qui va plus insister sur le contexte. C'est d'accord, je n'ai pas insisté sur le contexte économique dont elle va vous parler. Je vous remercie de votre attention et à tout à l'heure. Bonsoir. Donc, comme Marguerite vient de le dire, je suis en charge ce soir de vous planter un petit peu le décor, puisque nous sommes conviés à assister à une petite représentation, Alors, il s'agit pour moi de plonger dans ce début de siècle 1900. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, si Mme Narès a pu, à partir des événements, produire un travail théâtral, je crois qu'il nous faut quand même saluer, et tu l'as fait déjà, le travail pionnier de Jacques-Adélaïde Merland, puisque si nous pouvons aujourd'hui avoir des informations sur cette grande grève qui est considérée comme la première grève générale de la Martinique, c'est à partir de ce travail. Et ce travail qu'il a réalisé, il l'a fait à la fin de ses études, nous sommes en juin 1958, et l'université, à ce moment-là, ne travaille pas tellement sur le mouvement ouvrier. Donc en fait, c'est un travail novateur à l'échelle de l'ensemble hexagonal. Ce n'est pas simplement à l'échelle de notre territoire, la Martinique. Donc voilà un travail qui date, mais qui est encore d'une brûlante actualité, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le mouvement ouvrier est étudié largement, de plus en plus. Des historiens font état de la grève de 1923, par exemple, de 1935, la marche de la faim sur Fort-de-France, 1974, tu l'as cité. Mais la base, c'est ce travail fondateur, ce travail d'étudiant réalisé par Jacques-Adélaïde Merland et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision très précise, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, le manque de sources,
des sources aussi qui émanent toujours d'un côté de l'histoire et pas de l'autre, et malgré ces manques, malgré les insuffisances dans les études comparatives qu'il aurait voulu mener avec le monde ouvrier urbain et le monde ouvrier dans les îles voisines, anglophones ou francophones, malgré tous ces manques, le travail de Jacques Adélaïde est essentiel. Et je tenais franchement, puisque nous avons été ses élèves, je tenais franchement à saluer cela. Alors, s'il nous faut établir le contexte, on quitte un siècle, le 19e siècle, qui était marqué par deux ruptures essentielles que je rappelle et que nous connaissons tous. Bien sûr, 1848, abolition, révolte des esclavisés, abolition de l'esclavage. 52 ans, juste, tu viens de le dire, avant 1900. Deuxième rupture connue aussi, 1870, donc il y a une trentaine d'années par rapport à 1900, insurrection du Sud, qui vient nous rappeler quelque chose d'important, c'est que certes, la législation a évolué, l'esclavage est aboli, mais le système est toujours là. Et Jacques Adélaïde a cette formule pour dire que, en fait, 1870, selon lui, en fait, c'est la dernière révolte d'esclaves. Donc, nous plantons bien le décor lorsque nous disons cela. Nous avons, au moment où commence le XXe siècle, nous avons affaire en Martinique à une société qui est totalement héritière et qui vit encore dans cette atmosphère. Et cela se voit sur le territoire. Cela se voit sur le territoire dans les structures. Première structure, nous sommes dans un monde d'habitation. Alors, le dire aujourd'hui, c'est un petit peu pour les jeunes générations presque par les Chinois, parce que la Martinique, en 1900, est couverte d'habitation. Qu'est-ce que c'est que l'habitation? J'essaie de ne pas être face à certains universitaires très spécialistes de la question. Nous sommes dans un système agricole, une exploitation agricole, qui développe aussi, à travers la culture d'une production agricole, une transformation industrielle. Et cette transformation industrielle du produit devra être destinée à l'exportation, puisque nous sommes dans un système colonial à l'exportation vers la métropole. Ce monde d'habitation en 1900, il est essentiellement dominé par des habitations qui transforment la canne, qui cultivent la canne, transforment la canne en sucre et aussi en eau. Cette présence des habitations cannières est dominante, mais il y a d'autres habitations. Vous avez des habitations sur lesquelles on va cultiver le cacao, le café, le coton, et puis il y a aussi des habitations vivrières. Mais les plus importantes en termes de superficie sont les habitations cannières, moyenne jusqu'à 200 hectares. L'habitation vivrière, c'est 2 hectares, pas plus. Donc, une domination sur le territoire. Alors, les grandes habitations cannières au début du XXe siècle, nous rappelle Jacques Adélaïde, se situent surtout dans les grandes zones plantées en canne de Nord-Atlantique. Depuis Basse-Pointe jusqu'au Robert, le François, et puis la plaine du Larentin qui se prolonge sur la plaine de Rivière-Salée, Petit Bout, etc. Donc voilà le domaine de cette grande habitation cannière. Cette domination se voit en termes de superficie, mais elle est aussi d'actualité en ce qui concerne les revenus. La richesse tirée de l'exploitation de l'activité agricole, la richesse tirée de l'exploitation des habitations cannières est extraordinaire par rapport aux autres habitations. Autre élément qu'il nous faut prendre en compte dans ce contexte, au début du XXe siècle, 1900, on assiste dans cet univers dominé par les habitations plantées en canne, on assiste à un niveau de concentration en relation avec le développement de la révolution industrielle, pour faire court,
développement des sociétés capitalistiques, etc., des sociétés anonymes créent ce qu'on appelle des usines centrales. Alors la première usine centrale qui s'est implantée dans la colonie, en Martinique, elle a été avant l'abolition de l'esclavage, elle a été dans une zone urbaine à Fort-de-France, c'était l'usine de la Pont-Simon au milieu des années 1840. Mais après l'abolition de l'esclavage et avec le développement de ce mouvement de concentration aux mains d'actionnaires qui investissent dans un secteur agricole et industriel très porteur qui rapporte beaucoup de bénéfices, se développent de nombreuses habitations, de nombreuses usines centrales. Alors, pratiquement dans toutes les communes, vous allez trouver au moins une usine centrale. Alors, si on prend le Lamentin, vous avez le nom du Larentie, c'est 1862. Ensuite, l'usine de Soudon. Vous avez des usines qui se développent sur le Robert, à Sainte-Marie, il y en a, au Lorrain, Basse-Pointe, François, Marais, Rivière-Salée, etc., Fort-de-France, avec l'usine centrale de Dillon, Rivière-Monsieur, etc., etc. Donc, forte concentration. Et alors, qui dirige ces habitations cannières, qui se retrouvent actionnaires parmi les actionnaires les plus importants de ces usines centrales? C'est cette caste qui est finalement qui descend des colons, des premiers colons. Ce sont cette population appelée béquée par le reste par les Martiniquais, qui se retrouvent à la tête de ces structures qui engrangent quand même, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, beaucoup de bénéfices. Alors, au service de cette activité économique qui est l'activité principale de la Martinique, Jacques Adélaïde nous dit que si je le cite, tant par la superficie qu'elle occupe que par la valeur commerciale de ses produits, la canne à sucre représente la ressource première et quasi unique de la Martinique. Donc, au service de cette activité qui tourne autour de la canne, vous avez une main-d'œuvre et une population martiniquaise qui est essentiellement une population rurale. Bien sûr, Saint-Pierre, c'est la grande ville, le chef-lieu, c'est Fort-de-France, mais tout le reste du territoire, disons, voit des bourgs très faiblement peuplés, et puis l'essentiel des habitants dans les campagnes. Hein. Donc une population rurale qui travaille mais forcément, qui travaille, la canne, est employée dans ces structures pour la récolte, pour la transformation de la canne dans les usines. Alors, on a plusieurs statuts de ces, puisqu'il n'y a plus d'esclavage, hein, donc nous sommes dans le monde du salariat, et alors vous avez plusieurs catégories au niveau de ces ouvriers, de cette population, de cette main-d'œuvre agricole. Alors, sur les habitations, vous avez ce qu'on appelle les gens casés. Alors, en 1900, ce sont pour beaucoup des immigrés, hein, des travailleurs immigrés, puisque vous savez, nous sommes en 2023, vous savez qu'en fait cette année, disons, on commémore l'arrivée des premiers convois qui amenaient les Indiens, qui arrivent à partir de 1853. Mais il n'y a pas que les Indiens, vous avez une immigration africaine, une immigration aussi chinoise, mais petit, de manière beaucoup plus restreinte. Et alors, cette immigration s'arrête en 1884, mais tous les immigrés ne repartent pas. Hein. Donc, ils se retrouvent à travailler sur les habitations et donc à bénéficier d'un petit logement, d'un petit open terre, et puis à travailler directement pour le propriétaire de l'habitation. Et puis, vous avez la grande masse des descendants des esclavisés qui, eux, pour beaucoup, ont fui les habitations et ont regagné les morgues où ils se livrent à leur activité agricole de production de vivres, mais ils ont quitté l'habitation parce que l'habitation c'était l'esclavage, etc.
mais ils sont quand même liés à cette habitation, puisque c'est cette habitation qui leur donne le salaire. Et donc ils retournent, ils quittent les bords. Alors bon, nous avons un relief qui est celui que nous connaissons, hein. Nous avons un territoire très vallonné où vous avez des bords et sur lesquels, bon, c'est pas les grandes habitations carrières, sont plutôt dans les zones littorales, proches du littoral, dans les plaines, etc. Et donc lorsque ces Martiniquais veulent obtenir un salaire, ils se font embaucher auprès de l'habitation la plus proche pour la période de la récolte notamment. Et alors ceux qui sont plus chanceux se font embaucher aussi à l'usine, puisqu'à l'usine les salaires sont quand même un peu plus élevés que l'activité proprement agricole. Donc voilà un petit peu cette population rurale. Alors, comment ce salaire est-il, puisque bon, c'est un petit peu le cœur aussi de cette grève, comment le salaire est-il estimé et rémunéré? Alors, il est payé à la tâche. Hein, donc, on connaît cette expression. Alors, Jacques Abélaïs nous rappelle que bon, en fait, cette pratique nous vient des îles anglaises, des colonies anglaises, hein, qui l'appliquaient déjà. Alors, qu'est-ce qu'une tâche? La tâche, c'est la somme de travail qui est demandée à l'ouvrier par jour pour le nombre d'heures qu'il fournit. Alors, en général, la durée de la tâche peut aller jusqu'à 5 heures. Et alors, pour ce temps-là, on lui demande de couper, 300 pieds de canne. Donc, voilà. Et alors, lorsqu'il effectue sa tâche, il est rémunéré. Alors, dans les années 1870, on est dans une période de forte prospérité, de développement des usines centrales et de bénéfices très importants récupérés par les actionnaires. Donc, à ce moment-là, le salaire est assez élevé. Et la tâche est rémunérée autour de 1,25 franc, 1,75 franc, même parfois 2 francs. Ça, c'est dans les années 1870. Mais comme tu l'as dit, la situation va changer. Et donc, cette structure de base va subir les effets de la conjoncture. Et la conjoncture, tu nous l'as signalé, c'est qu'à la fin du 19e siècle, donc juste avant 1900, la crise sucrière se développe à l'échelle mondiale. Il y a, disons, une trop forte production. Alors, la conséquence pour les ouvriers de la canne, c'est tout de suite c'est la baisse des salaires, hein, puisque les exportations vont baisser, et donc les patrons vont baisser les salaires. Et donc à la veille de 1900, la tâche, elle passe sous la barre des 1 franc. Et donc, parallèlement, pour ces ouvriers agricoles, le coût de la vie augmente aussi. Et donc, la situation devient plus difficile, d'autant que pour cette même tâche dont le salaire, dont la rémunération a baissé, on demande à l'ouvrier d'augmenter la quantité de canne qu'il coupe dans le temps. Donc, on lui demande de passer de 300 pieds jusqu'à 500, 600, voire 700 pieds. Donc, voilà un petit peu ce contexte qui va aboutir. Alors, il y a eu des grèves tout le long de la fin du 19e siècle, notamment dans la grande région cannière, Marigot, Sainte-Marie, 1884, il y a eu une petite grève. Mais alors, il ne faut pas penser que lorsqu'il y a une grève quelque part, la grève va pouvoir s'étendre parce que nous sommes, bon, il n'y a pas de TCSP, et puis on est dans un relief quand même montagneux. Il le dit quand même quelque part, c'est-à-dire qu'il y a quand même des micro-régions dans ce territoire qu'est l'autre Martinique. Et lorsqu'on est à Basse-Pointe, même si on entre en grève, est-ce que les ouvriers du François sont au courant, etc. C'est très évident. Et donc, c'est ce qui va faire l'intérêt de la guerre de 1900, c'est qu'en 1900, effectivement, on va entrer dans ce processus de généralisation pratiquement à l'échelle de tout le territoire martiniquais, puisque les choses vont s'accélérer à partir du 5 février,
à partir de la région nord-atlantique, Sainte-Marie, Marivaux. Et puis au fur et à mesure, alors c'est le principe de la grève marchande, donc des groupes de travailleurs essaient de marcher d'habitation en habitation, mais il ne faut pas penser que ça prend du temps. Hein. Ils marchent à pied, ils se déplacent, ils essaient d'arrêter le travail, ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Parfois ils arrêtent, le travail s'arrête le temps de leur venue, une fois partis, les ouvriers de la dite habitation recommencent à travailler parce que le géreur leur dit bon, vous recommencez à travailler. Hein. Et donc ce mouvement s'étend à partir du lundi 5 février. Trinité est touchée, alors les élus des communes essaient d'alerter quand même, hein, le gouverneur, les députés, ils essaient parfois de. Certains propriétaires donnent satisfaction sur le territoire de leur habitation. Donc, Adélaïde Berland nous signale hein, que sur certaines habitations, on donne satisfaction, mais tout de même, la machine s'est enclenchée, et alors, on sent aussi que du côté des patrons et de l'administration, l'inquiétude commence à monter, parce que le maire de Trinité, par exemple, va réclamer des renforts de troupes. Hein, il y a déjà des incidents qui sont. On peut blesser, on blesse un géreur, tire sur un ouvrier, etc. Donc la tension commence à monter. Les choses s'organisent aussi et s'accélèrent. Le Lamentin est touché. Mais alors ce sont essentiellement les ouvriers des champs, hein, puisque les ouvriers d'usine, eux, ils ont un statut plus favorable. Et alors, il faut attendre plusieurs jours pour que dans une usine soit touchée. Une usine, il me semble que c'est celle de Bastin qui sera touchée. Et donc, le fameux 8 février, le drame et le crime se produit, puisque alors même que les ouvriers approchent de l'usine du François, la troupe qui avait été rappelée depuis la veille pour, disons, essayer de calmer les choses sur le Lamentin, tire, alors même que le maire, tu l'as cité, le maire Clément, François, le maire Clément, demandait justement à la troupe de ne pas intervenir. Alors je vais m'arrêter là, puisque les comédiens vont exprimer peut-être mieux que nous ce moment. Mais ce qu'il nous faut retenir, c'est que malgré le drame, la grève s'est poursuivie hein, et que des accords ont été conclus, mais de manière non pas globale, mais parcellaire. Hein, du côté de Sainte-Marie, il y a eu un accord, et ensuite du côté de Villers-Salé. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que quand même ce mouvement de grève générale va être quand même à l'origine de la mise en place des premiers syndicats agricoles pour la marque.